Il y a une phrase que beaucoup de gens répètent encore aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qui cause le cancer. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, on comprend vite que cette phrase n'est pas aussi juste qu'elle en a l'air. Nous savons très bien qu'il existe des substances capables d'endommager l'ADN. Nous savons qu'il existe des toxines dans l'air, dans certains produits, dans certains aliments, dans certains environnements. Nous savons aussi que le corps humain passe son temps à lutter contre les agressions, à réparer, à nettoyer, à compenser, à neutraliser. Et nous savons qu'à force d'être attaqué, un organisme finit parfois par céder. Alors la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce qui abîme le corps ?» La vraie question c'est aussi « qu'est-ce qui le protège ?» Le texte sur lequel repose cette vidéo défend une idée très forte. Le problème n'est pas uniquement l'exposition aux substances nocives, mais aussi le manque d'exposition à des aliments protecteurs capables de soutenir l'ADN, l'immunité et les grands systèmes de défense de l'organisme. Il insiste sur le fait que le cancer commence par des dommages cellulaires et que certains aliments entiers, consommés régulièrement, peuvent aider le corps à mieux se défendre contre ces agressions. Et c'est précisément ce qui rend ce sujet si important. Parce que beaucoup de personnes pensent encore à la prévention comme à quelque chose de lointain, de médical, presque abstrait. Alors qu'en réalité, une partie de cette prévention commence dans des gestes extrêmement simples. Ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on met dans son panier, ce qu'on mange tous les jours et ce qu'on décide d'intégrer à sa routine avant même que la maladie n'apparaisse. Évidemment, aucun aliment à lui seul ne garantit une protection absolue. Il ne s'agit pas ici de magie. Il ne s'agit pas de promettre que manger un champignon ou boire une tasse de thé va annuler tous les risques. Mais il s'agit de comprendre quelque chose de beaucoup plus intelligent. Le corps se protège mieux quand on lui donne les bons outils. Et dans cette logique, certains aliments reviennent encore et encore pour une raison simple. Ils apportent des composés que le corps semble particulièrement bien utiliser pour soutenir l'immunité, calmer l'inflammation, aider certains mécanismes de détoxification et limiter les dommages qui s'accumulent avec le temps. Le texte source en présente 10 comme des aliments majeurs consommés quotidiennement ou chaque semaine dans une approche de prévention nutritionnelle. Aujourd'hui, nous allons donc parcourir ces 10 aliments un par un, mais pas comme une simple liste. Nous allons comprendre pourquoi ils comptent, pourquoi ils sont intéressants, et surtout pourquoi une alimentation construite autour d'eux peut devenir une forme de stratégie de protection à long terme. Premier aliment, les champignons shiitake. Quand on pense à la prévention, on pense souvent aux légumes, aux fruits, à la vitamine C, aux antioxydants. Mais les champignons, eux, restent encore sous-estimés par beaucoup de personnes. Et pourtant, le texte place les shiitake tout en haut de la liste. Il les présente comme particulièrement intéressants grâce à leur lenthinane, un polysaccharide de la famille des bêta-glucanes, ainsi qu'à leur ergothionéine et leur sélénium. Selon la source, ces composés soutiennent l'immunité, renforcent certaines cellules de défense comme les macrophages et les cellules tueuses naturelles et participent à la protection contre le stress oxydatif. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'au fond, le cancer n'est pas seulement une affaire de cellules qui se dérèglent, c'est aussi une affaire de surveillance. Un organisme en bonne santé détecte, corrige, élimine, neutralise. Il ne fait pas cela parfaitement, bien sûr, mais il le fait constamment. Et pour ce travail de surveillance, l'immunité joue un rôle immense. C'est là que les shiitake deviennent fascinants, parce qu'ils ne sont pas valorisés comme un simple aliment bon pour la santé au sens vague. Ils sont présentés comme un vrai soutien au dialogue entre l'alimentation et le système immunitaire. Le texte rappelle même que le lenthinane a été isolé au Japon à la fin des années 60 et qu'il a été étudié dans des contextes liés à certains cancers, notamment pour accompagner l'immunité et améliorer la qualité de vie dans certaines situations. Il précise aussi que, même si les usages cliniques les plus marqués ont concerné des formes concentrées ou administrées autrement, le simple fait de manger des shiitake
reste un moyen d'obtenir naturellement ces composés dans l'alimentation. Ce qui est intéressant ici, c'est la logique globale. Les champignons ne sont pas seulement appréciés pour leur goût umami, ils apportent aussi au corps des molécules très particulières qu'on ne retrouve pas de la même façon partout ailleurs. Et cela nous rappelle une leçon très simple. Plus un aliment est complexe et entier, plus il a souvent des effets multiples. Un médicament cible souvent une seule voie. Un aliment entier, lui, agit par paquets de molécules, de fibres, de minéraux, d'antioxydants, de composés secondaires. C'est d'ailleurs l'un des messages implicites du texte. La nature donne rarement un seul ingrédient isolé. Elle donne un ensemble cohérent, pensé pour fonctionner en synergie. Alors oui, intégrer des shiitakes régulièrement dans une soupe, un sauté, un bouillon ou un plat de légumes n'a rien d'extraordinaire en apparence. Mais parfois, la prévention ressemble exactement à cela. Des gestes simples, répétés, peu spectaculaires, mais puissants à long terme. Deuxième aliment, le curcuma. Le curcuma est devenu célèbre, presque à la mode. Mais très peu de gens comprennent vraiment pourquoi on en parle autant. Ce n'est pas juste une épice jaune, ce n'est pas juste une poudre pour colorer un plat, et ce n'est certainement pas seulement un ingrédient exotique qu'on ajoute pour faire joli. Le texte le présente comme un aliment majeur, utilisé depuis des milliers d'années, notamment en Asie du Sud, à la fois comme ingrédient culinaire, comme colorant naturel et comme soutien de santé. Il met particulièrement en avant la curcumine, capable de moduler certains processus inflammatoires, de perturber certaines voies favorables à la croissance tumorale et d'aider à la protection de l'ADN dans des contextes toxiques comme l'exposition à l'arsenic. Pourquoi ce point est-il central ? Parce qu'une grande partie du terrain moderne est inflammatoire. Nous vivons dans un monde de stress chronique, de sommeil insuffisant, d'aliments ultra transformés, de sédentarité, de pollution, de surcharge métabolique. Tout cela crée une sorte de bruit de fond inflammatoire. Et ce bruit de fond, quand il dure, n'aide pas le corps à rester dans les meilleures conditions de réparation. Le curcuma, dans ce contexte, devient intéressant parce qu'il n'agit pas seulement comme un antioxydant général. Il semble aussi interférer avec certains signaux inflammatoires qui favorisent un terrain plus propice au dérèglement. Le texte insiste également sur un point très concret. Plutôt que d'utiliser des colorants artificiels comme certains jaunes synthétiques, il rappelle qu'un aliment comme le curcuma peut jouer ce rôle naturellement tout en apportant des composés utiles, ce qui souligne le contraste entre l'aliment entier et l'additif industriel. Il y a aussi un passage très intéressant sur l'absorption. Beaucoup de gens ont entendu dire qu'il fallait toujours associer le curcuma au poivre noir. Le texte nuance cette idée en expliquant que la pipérine du poivre n'augmente pas tant l'absorption qu'elle ralentit surtout la destruction de la curcumine par certaines enzymes du foie, ce qui peut aussi influencer d'autres substances, y compris des médicaments ou des compléments. L'auteur dit préférer l'associer à d'autres éléments comme la bromélaïne plutôt que de compter uniquement sur le poivre. Ce passage est précieux parce qu'il montre quelque chose d'important. Même avec les aliments les plus intéressants, il faut éviter les raccourcis simplistes. La nutrition sérieuse n'est pas une succession de slogans. C'est un terrain d'équilibre, de contexte et de compréhension. Cela dit, le message de fond reste clair. Faire du curcuma un aliment régulier, que ce soit en cuisine ou sous une forme bien choisie, peut faire partie d'une stratégie intelligente pour calmer le terrain inflammatoire et soutenir certains mécanismes de protection cellulaire. Troisième aliment, le kale et les légumes crucifères. S'il existe une famille de végétaux qui revient sans cesse dans les discussions sur la prévention, c'est bien celle des crucifères. Brocoli, choux, kale, chou-fleur, bok choy. Ces légumes ont longtemps été vus comme sains, mais souvent sans qu'on comprenne précisément pourquoi. Le texte met le kale au centre de cette troisième partie et insiste sur la formation du sulforaphane,
un composé particulièrement étudié pour son rôle dans l'activation de voies de détoxification cellulaire. Il explique que les crucifères ne contiennent pas directement du sulforaphane, mais du glucoraphanine, transformé ensuite en sulforaphane lorsque le légume est taché, massé, mixé ou mâché grâce à une enzyme appelée myrosinase. C'est une idée très forte, parce qu'elle montre que le simple geste de préparer correctement un aliment peut influencer ce que le corps en tire réellement. Autrement dit, comment vous coupez, massez, broyez ou mastiquez un aliment peut parfois changer sa valeur biologique. Le texte rappelle aussi que le kale contient des vitamines liposolubles, du fer, de la chlorophylle et d'autres nutriments, mais que ce fameux sulforaphane semble être l'un des grands composés qui explique l'intérêt des crucifères dans une logique de protection. Il l'associe à l'activation de mécanismes capables d'aider à neutraliser certains cancérigènes et à perturber la propagation de cellules problématiques. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le corps est exposé en permanence. Il inhale, il absorbe, il filtre, il trie, il transforme. Et pour faire cela, il utilise des systèmes enzymatiques très sophistiqués. Les crucifères semblent justement soutenir une partie de cette machinerie interne. Ils n'annulent pas toutes les expositions, mais ils peuvent aider le corps à mieux gérer ce qu'il rencontre. Le texte va même plus loin en rappelant que manger des crucifères entiers offre d'autres bénéfices concrets, comme l'amélioration de la pression artérielle, du contrôle glycémique et la réduction du risque de certains cancers comme ceux du pancréas ou de la prostate. Et là encore, on retrouve la même logique. Un aliment protecteur ne fait pas une seule chose. Il améliore souvent plusieurs terrains à la fois. 4e aliment, les framboises noires. Voici un aliment beaucoup moins connu et pourtant mis en avant avec enthousiasme dans le texte, les framboises noires. La source explique qu'elles sont particulièrement riches en anthocyanes, ces pigments foncés aussi présents dans d'autres baies, mais qu'elles possèdent en plus des composés bioactifs proches de ceux des framboises classiques. Elle les décrit presque comme un 2 en 1, avec des effets intéressants sur l'inflammation, la protection de l'ADN et certains tissus comme la bouche ou le tube digestif. Ce qui rend les baies si fascinantes, c'est leur concentration en défense végétale. Les couleurs très foncées, très vives, très intenses signalent souvent la présence de molécules protectrices puissantes. Et ces molécules, quand nous les mangeons, ne servent pas seulement à nourrir. Elles dialoguent avec notre biologie. Le texte mentionne aussi l'acide éllagique, capable de se lier à certains toxiques et d'aider à limiter les mutations, ainsi que des effets intéressants sur l'inflammation et même sur certaines lésions précancéreuses de la bouche, avec des applications locales de gel à base de framboises noires. Il cite aussi une réduction de certains marqueurs inflammatoires après consommation régulière de poudre de framboise noire. Même si toutes ces observations ne signifient pas qu'il s'agit d'un remède miracle, elles montrent une chose claire. Les baies sombres ne sont pas de simples desserts. Ce sont des concentrés biologiques. Et c'est pour cela qu'elles ont toute leur place dans une alimentation pensée pour protéger le terrain. 5e aliment, le matcha et le thé vert. Le thé vert a derrière lui des siècles de tradition, et cela compte, parce qu'il y a parfois dans les cultures anciennes des intuitions de longévité que la science moderne met ensuite du temps à comprendre complètement. Le texte présente le matcha comme un véritable aliment de longévité, en rappelant son usage ancien au Japon, notamment chez les guerriers, pour soutenir la concentration et le calme. Il souligne sa richesse en polyphénols, son rôle possible dans la protection de l'ADN, et rappelle que même si les preuves cliniques complètes restent difficiles à rassembler pour un aliment, certains pays grands consommateurs de thé vert présentent des profils de longévité et de cancer différents de ceux observés aux États-Unis. Ce passage est important parce qu'il montre la difficulté de prouver un aliment de la même manière qu'un médicament.
Un médicament se teste plus facilement. Un aliment agit dans une vie entière, dans un contexte global, au milieu de centaines d'autres variables. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Le texte cite même de petites études sur des lésions précancéreuses ou sur la réduction de certains polypes, suggérant que les extraits de thé vert peuvent avoir des effets mesurables dans certains contextes. Et au fond, le vrai message ici est simple. Les cultures qui vieillissent bien n'ont pas attendu les laboratoires pour intégrer certains aliments protecteurs à leur quotidien. Le thé vert n'est pas une pilule, c'est un rituel, un geste répété, une boisson qui accompagne les années. Et parfois, la puissance d'un aliment vient précisément de là, de son intégration régulière dans une culture de long terme. 6e aliment, les noix. Les noix peuvent sembler banales, et pourtant, le texte les traite comme un véritable aliment stratégique. Il souligne leurs effets possibles sur le cholestérol, la protéine C réactive, le cortisol, l'inflammation et la santé mitochondriale. Il met aussi en avant leurs élagitanins, transformés ensuite par le microbiote en composés appelés urolytines, connus pour leurs effets anti-inflammatoires et leur rôle potentiel dans la santé cellulaire et énergétique. Cette partie est passionnante pour une raison simple. Elle rappelle que la valeur d'un aliment dépend aussi de ce que votre microbiote est capable d'en faire. Autrement dit, vous ne mangez jamais seul, vous mangez avec vos bactéries. Et ce que vos microbes transforment devient parfois l'un des aspects les plus importants du bénéfice. Les noix montrent donc deux choses à la fois, la puissance des polyphénols et l'importance du microbiote. Elle rappelle aussi qu'une alimentation protectrice n'agit pas seulement sur le risque de cancer pris isolément, mais sur des terrains plus larges, l'inflammation, le stress, le métabolisme, la vitalité cellulaire, l'endurance, le vieillissement. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans une vraie stratégie de prévention, améliorer le terrain global. 7e aliment, les graines de lin. Les graines de lin sont souvent réduites à leurs oméga 3, mais le texte insiste surtout sur un autre point, leurs lignanes, qui interagissent avec certains récepteurs hormonaux. La source explique qu'elles peuvent aider à réduire le risque de cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein, notamment grâce à ces lignanes, tout en apportant aussi des acides gras intéressants pour le terrain inflammatoire. Elle mentionne même des données associant leur consommation régulière à une diminution du risque de cancer du sein chez les femmes. Pourquoi ce point est-il important ? Parce que l'hormonal est une immense partie de la prévention, notamment chez les femmes. On parle souvent de cancer comme d'un ennemi extérieur, mais très souvent, il se développe aussi sur un terrain métabolique et hormonal. Donc tout aliment capable d'interagir de manière favorable avec ce terrain mérite l'attention. Les graines de lin ont aussi un autre avantage. Elles sont simples, accessibles, peu coûteuses, faciles à intégrer. Et cela rappelle une leçon essentielle. Les aliments les plus utiles ne sont pas toujours les plus rares ni les plus chers. 8e aliment, le tofu et le soja. Le tofu a parfois été entouré de peurs injustifiées. Pourtant, le texte le présente comme un aliment ancien, utilisé depuis plus de 2000 ans, riche en isoflavones, des composés capables d'interagir avec certains récepteurs hormonaux de façon potentiellement protectrice. Il insiste sur leur intérêt dans les cancers liés aux hormones, tout en rappelant que le soja est aussi une protéine végétale complète et utile pour la santé osseuse. Il va même jusqu'à dire que les enfants qui mangent du soja auraient un risque plus faible de cancer du sein à l'âge adulte. Ce que cela montre, c'est qu'il faut parfois se méfier des peurs nutritionnelles répétées sans nuance. Les traditions alimentaires asiatiques ont consommé du soja pendant des siècles. Et non seulement elles n'en sont pas mortes, mais elles y ont souvent associé longévité et stabilité métabolique. Bien sûr, tout dépend de la forme, de la qualité, du contexte. Mais le texte est clair. Le tofu fait partie de ces aliments anciens, simples, cohérents,
qui peuvent intégrer une stratégie de prévention nutritionnelle intelligente. 9e aliment, les champignons de Paris. Après les shiitake, le texte rappelle que même les champignons les plus courants ont leur intérêt. Les champignons de Paris, ou white button mushrooms, sont présentés comme capables d'aider à réduire certains risques hormonaux, notamment via des composés qui influencent l'aromatase, une enzyme impliquée dans la conversion des androgènes en estrogènes. La source souligne aussi le rapport en sélénium, vitamine B et ergothionéine, utiles contre le stress oxydatif et les dommages à l'ADN. Là encore, on retrouve une grande logique du texte. La prévention ne dépend pas d'ingrédients exotiques impossibles à trouver. Elle peut aussi reposer sur des aliments très courants, à condition de savoir pourquoi on les mange. 10e aliment, les haricots et les légumineuses. Enfin, le texte termine sur l'un des aliments les plus anciens, les plus durables et peut-être les plus injustement attaqués, les haricots et les légumineuses. La source reconnaît leur teneur en phytates, souvent critiqués comme antinutriments, mais explique qu'ils possèdent aussi des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et potentiellement anti-cancer. Elle rappelle qu'ils peuvent aider à ralentir l'absorption des glucides, soutenir le microbiote et que, correctement préparés, ils deviennent beaucoup plus digestes. Elle insiste sur l'importance du trempage, de la germination, de la fermentation ou d'une cuisson correcte pour réduire les composés problématiques comme certains lectines ou phytates. Cette dernière partie est très importante parce qu'elle réhabilite un aliment simple, économique, ancestral, nourrissant et extraordinairement utile pour la santé publique. Les haricots nourrissent, ils rassasient, ils stabilisent, ils soutiennent le microbiote. Ils apportent fibres, minéraux, protéines végétales et composés protecteurs. Et oui, ils demandent parfois un peu de préparation, mais ce léger effort change tout. Le texte pose d'ailleurs une question implicite très forte. Si les légumineuses étaient vraiment aussi mauvaises qu'on le dit parfois, comment tant de civilisations auraient-elles pu vivre aussi longtemps en s'appuyant sur elles? C'est une question simple, mais elle remet beaucoup d'idées à leur place. Ce que tous ces aliments ont en commun. Si l'on prend du recul, que voit-on? On voit des champignons, des épices, des feuilles vertes, des baies sombres, du thé, des noix, des graines, du soja, des légumineuses. Autrement dit, on voit une alimentation centrée sur des aliments entiers, anciens, denses, végétaux ou proches du végétal, riches en composés secondaires protecteurs. Et c'est exactement le cœur du message du texte. Protéger le corps ne repose pas seulement sur ce qu'on évite, mais aussi sur ce qu'on apporte régulièrement. Il ne s'agit pas seulement de fuir les cancérigènes, mais de donner au corps des moyens de défense plus solides. C'est une idée extraordinairement importante, parce qu'elle transforme la prévention. On ne pense plus seulement en termes de privation, on pense en termes de soutien. Soutien de l'ADN, soutien de l'immunité, soutien de la détoxification, soutien du microbiote, soutien du terrain hormonal, soutien de l'inflammation saine. Et cela donne une vision beaucoup plus active, beaucoup plus constructive de la santé. Le vrai message à retenir. Si tu devais retenir une seule chose de toute cette vidéo, ce serait peut-être celle-ci. Le corps n'est pas passif. Il travaille sans arrêt pour te protéger, mais il travaille mieux quand tu l'aides. Et l'aide la plus profonde ne vient pas toujours d'un produit spectaculaire ou d'une promesse marketing. Elle vient souvent d'une assiette plus simple, plus ancienne, plus cohérente. Le texte source est très clair sur cette philosophie. La société moderne expose beaucoup les gens aux toxines, aux aliments transformés, aux boissons chimiques et à des modes de vie qui surchargent le terrain. En face, il propose de revenir vers des aliments vrais, riches en polyphénols, fibres, composés immunitaires, nutriments et molécules protectrices. Il présente cette alimentation comme une forme de communication directe
avec le système immunitaire et les mécanismes internes de défense. Et c'est peut-être là la phrase la plus forte de tout ce sujet. On communique avec son immunité par son mode de vie, par ce qu'on mange, par ce qu'on répète, par ce qu'on banalise, par ce qu'on choisit de mettre dans sa routine. Le grand enjeu n'est donc pas seulement de connaître un aliment miracle. Le grand enjeu, c'est de construire un terrain où l'inflammation n'est pas constamment nourrie, un terrain où le microbiote travaille bien, un terrain où les défenses immunitaires sont soutenues, un terrain où l'ADN reçoit plus d'aide et moins d'attaques inutiles. En fin de compte, cette vidéo ne parle pas seulement de 10 aliments, elle parle d'une philosophie de prévention, une philosophie simple mais puissante, manger pour protéger, manger pour soutenir, manger pour réparer, manger pour renforcer. Les shiitake pour l'immunité, le curcuma pour calmer et protéger, le kale et les crucifères pour soutenir les voies de détoxification, les framboises noires pour leurs anthocyanes et leur protection cellulaire, le matcha pour ses polyphénols, les noix pour leur dialogue avec le microbiote et l'inflammation, les graines de lin pour leur soutien hormonal, le tofu pour ses isoflavones et sa valeur protéique, les champignons de Paris pour leur rôle sur certains mécanismes hormonaux et le stress oxydatif, et les haricots pour leur puissance nutritionnelle, métabolique et intestinale. Aucun de ces aliments, pris isolément, ne change tout, mais ensemble, dans une alimentation régulière, ils dessinent une stratégie, et c'est cela qui compte. Pas le geste parfait, pas le remède unique, mais la répétition d'un mode de vie plus protecteur que destructeur. Parce qu'au fond, la prévention la plus intelligente n'est pas celle qui cherche à tout contrôler, c'est celle qui donne au corps le maximum de raisons de bien fonctionner. Et souvent, cela commence exactement ici, dans le panier, dans la cuisine, dans l'assiette et dans les choix quotidiens que personne ne voit, mais que le corps, lui, ressent pendant des années. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment certains aliments peuvent soutenir l'ADN, l'immunité, le microbiote et le terrain général face au risque de cancer, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la prévention, la nutrition et la longévité. Écris en commentaire « Je choisis de nourrir ma santé dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec une personne qui veut mieux manger pour protéger son corps sur le long terme.